Si vous essayez de dire qu'il y a plus d'ICBM que l'on peut compter, y compris un appelé le Sarmat, que nous appelons le Satan. Celui-ci est un missile géant. Il transporte de 18 à 20 ogives indépendantes, chacune d'environ 200 à 500 kilotonnes. Rappelez-vous que la bombe qui a détruit Hiroshima était de 12 kilotonnes, et celle qui a frappé Nagasaki était de 20. Nous parlons de frapper des villes américaines avec 200 à 500 kilotonnes chacune, 18 d'entre elles, dans un seul missile, et ils ont des régiments de ces engins. Les Russes ont plus de missiles que l'on ne peut compter. Leurs propres missiles modernes intègrent toute la technologie hypersonique. Aucun d'eux ne peut être abattu, et c'est une sentence de mort pour les États-Unis. Je me demande ce que les gens imaginent. Au cours des 48 dernières heures, une surprenante accalmie est apparue entre la Russie et l'Ukraine, sans frappe de missiles ni activité de drones perturbant leurs cieux. Pourquoi? Peut-être que le conflit croissant au Moyen-Orient a étiré leurs capacités opérationnelles. La Russie semble avoir redirigé des ressources militaires significatives, des bombes et des munitions vers la Syrie. Pendant ce temps, l'Ukraine, au lieu de se concentrer sur la défense de son propre sol, canalise des drones vers des forces rebelles, alignées avec la Turquie. Quelle ironie! L'Ukraine, faisant face à une bataille existentielle chez elle, semble plus intéressée à provoquer les intérêts russes à l'étranger, en Afrique, au Moyen-Orient, leurs objectifs, apparemment pour exaspérer la Russie, visant des victoires émotionnelles plutôt que stratégiques. Mais comme l'histoire le montre, de telles tactiques impulsives produisent souvent des résultats amers plutôt que prévus. Mais alors que l'Ukraine cessait à des conflits éloignés, retournons à la scène principale, la bataille en cours pour Koursk et le spectre latent de Soumy. Dans la région de Koursk, les escarmouches ont atteint un point d'ébullition. L'intensité des échanges d'artillerie, des assauts d'infanterie et des frappes de drones a considérablement augmenté, mais la carte territoriale reste largement inchangée. Ce statu quo illustre une réalité plus profonde. Koursk n'est pas juste un autre champ de bataille, c'est un symbole. Pour l'Ukraine, cela représente un dernier effort pour montrer au monde qu'ils peuvent tenir bon. Pour la Russie, c'est une arène pour mettre en avant leur stratégie méthodique et patiente. Le président Zelensky a récemment reconnu la possibilité que la Russie puisse résoudre le conflit de Koursk avant le potentiel retour au pouvoir de Donald Trump. Pour l'Ukraine, l'importance est claire. Tenir Koursk n'est pas seulement une question de défense, c'est un message à leurs alliés, leur peuple et leurs adversaires. Des rumeurs suggèrent même que Zelensky a été promis un échange, Koursk contre la centrale nucléaire de Zaporijia. Absurde peut-être, mais dans la machine narrative ukrainienne, même les idées les plus farfelues sont armées pour le moral et la propagande. Ce contraste dans les approches est frappant. Comme le note souvent l'inspecteur Scott Ritter dans ses commentaires, la patience calculée de la Russie contraste fortement avec les stratégies émotionnelles et réactives de l'Ukraine. Les résultats sont évidents sur le terrain où les forces russes érodent les défenses ukrainiennes tout en évitant des offensives massives coûteuses. Au lieu de se précipiter pour la gloire, la Russie semble jouer sur le long terme, attendant le bon moment pour frapper de manière décisive. Kreminna, l'un des fronts les plus actifs, les forces russes ont réalisé des gains progressifs, repoussant les défenses ukrainiennes bien ancrées. Ces gains peuvent sembler petits sur le papier, mais leur effet cumulatif a commencé à changer l'équilibre. Kreminna sert de microcosme du conflit plus large, pression incessante, flexibilité tactique et volonté d'épuiser l'ennemi au fil du temps. Plus au nord, des batailles font rage à Zelen, Kulinina et Martinavka. Ces zones, moins rapportées, sont critiques. Les forces russes appliquent une pression constante sur 8 fronts d'attaque différents. Cette approche multifacette contraint l'Ukraine à étirer ses ressources, affaiblissant leur capacité à mener des contre-attaques efficaces. Un front particulièrement intense est d'Orino. Ici, les forces ukrainiennes ont tenté plusieurs contre-offensives, toutes repoussées de manière décisive. Des véhicules blindés calcinés et un équipement brisé marquent désormais les suites de ces efforts futiles. C'est un rappel sinistre des coups des tactiques de plus en plus désespérées de l'Ukraine. Alors que l'Ukraine garde espoir pour une percée décisive, la Russie ne semble pas pressée. Leurs avancées méthodiques visent à épuiser les forces ukrainiennes, non seulement en personnel, mais aussi en morale. Chaque jour qui passe,
la patience stratégique des forces russes devient plus évidente. La question n'est pas de savoir si la Russie peut prendre Koursk, mais quand et comment elle utilisera son succès pour façonner le conflit plus large. Alors que Koursk continue de bouillir, des signes pointent vers une campagne plus large et ambitieuse, une qui pourrait s'étendre dans la région critique de Soumy et au-delà. Soumy, une région déjà tendue, se prépare maintenant à ce qui semble être une offensive russe inévitable. Les signes sont inévitables. Mouvements de troupes, repositionnement d'artillerie et accumulation logistique signalent que la tempête approche. Même les analystes occidentaux commencent à remarquer, avec des avertissements sur la vulnérabilité de Soumy circulant à Kiev et à l'étranger. Pourquoi Soumy est-elle si significative? Elle sert d'extension naturelle du champ de bataille de Koursk, un axe qui pourrait ouvrir la voie à de plus profondes avancées russes dans le nord de l'Ukraine. Pour la Russie, il ne s'agit pas seulement de géographie, il s'agit de compléter le triangle de pression. Koursk, Soumy et le front central ukrainien. Chaque élément renforce l'autre, créant un réseau d'objectifs stratégiques interconnectés. L'Ukraine, quant à elle, s'efforce de renforcer ses défenses, et Soumy. Des travaux de terrassement, des fortifications et des renforts de troupes sont visibles à travers la région. Mais ces efforts peuvent-ils tenir face à la stratégie implacable et adaptable de la Russie? Si l'histoire est un indice, les lignes défensives de l'Ukraine ne pourraient que retarder l'inévitable. La simple perspective d'un retrait de Koursk a déjà déclenché des alarmes à Kiev, les responsables craignant qu'une telle perte ne rende Soumy encore plus vulnérable. Un aspect critique est le coût psychologique. Les forces ukrainiennes ne combattent pas seulement des batailles. Elles luttent pour maintenir l'image de résistance. Cette désespérance conduit parfois à des erreurs tactiques, comme l'ont montré les récentes contre-attaques échouées le long des axes de Koursk. L'approche de la Russie à Soumy est une masterclass en planification stratégique, en créant des points de pression sur plusieurs fronts. Il force l'Ukraine à étendre encore davantage ses ressources déjà maigres. Des frappes d'artillerie et des missions de reconnaissance sondent les faiblesses des lignes ukrainiennes, adoucissant les cibles pour ce que beaucoup croient être une offensive majeure dans les semaines à venir. En même temps, les préparations logistiques de la Russie mettent en évidence leur adaptabilité. Les routes d'approvisionnement sont sécurisées, les positions avancées renforcées et les unités de réserve rapprochées du front. C'est un affichage de préparation calculée qui en dit long sur les intentions de la Russie. Pour l'Ukraine, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Une perte à Soumy ne serait pas seulement une défaite territoriale, mais un coup psychologique sapant la confiance en leur capacité à tenir. Pourtant, les signes sur les murs sont clairs. Les défenses de l'Ukraine sont sous une pression immense et sans renfort significatif. La chute de Soumy semble non seulement possible, mais probable. Même si l'Ukraine fortifie Soumy, l'OTAN et l'Occident semblent plus concentrés sur la prolongation du conflit que sur la recherche d'une résolution. Leur stratégie, comme toujours, tourne autour des envois d'armes et du positionnement politique plutôt que d'un soutien significatif qui pourrait inverser la tendance. La bataille pour Soumy n'est pas seulement une question de cette région. C'est un prélude à un affrontement plus large, un qui définira la prochaine phase de ce conflit épuisant. Depuis le quartier général de l'OTAN, un nouveau secrétaire général, Mark Rutte, a proclamé avec audace que l'Alliance fait tout ce qu'elle peut pour s'assurer que l'Ukraine obtienne un avantage sur la Russie. Mais tranchons dans le théâtre politique, l'Ukraine a clairement fait savoir qu'elle n'acceptera aucun substitut à l'adhésion à l'OTAN, rejetant chaque garantie de sécurité alternative qui lui a été offerte. Pendant ce temps, Zelensky a projeté 2025 comme l'année décisive pour la victoire. Un calendrier qui semble plus relever du vœu pieux que d'une évaluation réaliste. La réalité est claire. L'engagement de l'OTAN est moins une question de souveraineté ukrainienne qu'une garantie de sa propre pertinence dans un monde post-guerre froide. Juste hier, les États-Unis ont livré un paquet d'aide militaire record de 725 millions de dollars à l'Ukraine. L'Allemagne a emboîté le pas avec une livraison de 650 millions d'euros, comprenant des systèmes de défense irlandais de pointe et des chars Léopard. Ce n'est pas une simple générosité.
C'est une course aux armements bien calculée qui profite aux entrepreneurs de défense occidentaux tout en transformant l'Ukraine en un État tampon lourdement armé. À mesure que les armes affluent, il faut se demander quel est le but final de l'OTAN. Sont-ils vraiment engagés à aider l'Ukraine à récupérer chaque pouce de territoire perdu? Ou sont-ils contents de prolonger le conflit indéfiniment pour saigner la Russie économiquement et militairement? Les preuves suggèrent la seconde option. L'Ukraine, pour sa part, semble prête à jouer le jeu, même au prix de son propre peuple et de son infrastructure. Chaque envoi d'armes apporte un espoir à court terme, mais garantit aussi une destruction à long terme. L'hypocrisie est éclatante. Alors que les dirigeants de l'OTAN s'asseyent dans des salles de conférences confortables à débattre de l'aide stratégique, ce sont les Ukrainiens qui subissent le poids de ce pari calculé. Des villages, des villes et des cités sont réduits en ruines alors que les promesses de soutien de l'OTAN résonnent creux sur le terrain. Pire encore, ce soutien prétendu fait peu pour changer l'équilibre militaire. La Russie continue d'avancer régulièrement, tandis que les forces ukrainiennes restent surétendues, sous-armées et de plus en plus dépendantes de la charité de l'OTAN. L'aspect financier de ce conflit est stupéfiant. Depuis 2022, les nations occidentales ont promis des milliards de dollars en aide militaire. Les États-Unis en tête avec plus de 43 milliards de dollars. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni contribuent des montants plus petits mais significatifs. Mais voici la question à laquelle l'OTAN ne répondra pas. Combien de cette aide atteint réellement les lignes de front et combien est englouti par l'inefficacité, la corruption ou les défis logistiques? À mesure que ces chiffres augmentent, le scepticisme grandit parmi les États membres de l'OTAN. La Pologne, par exemple, a déjà exprimé des doutes quant à un soutien illimité continu à l'Ukraine, surtout alors que sa propre économie fait face à des tensions. La Hongrie a été ouvertement critique, accusant l'OTAN d'attiser le conflit plutôt que de rechercher la paix. Même en Allemagne, les débats font rage sur la question de savoir si l'envoi de plus de chars et de munitions est vraiment dans le meilleur intérêt du pays. Pendant ce temps, la réponse de la Russie à cette course aux armements est simple: adaptation. Pour chaque nouvelle arme reçue par l'Ukraine, la Russie développe des contre-mesures, déploie de nouvelles stratégies et renforce ses défenses. Le résultat est un statu quo usant sur certains fronts, mais des gains décisifs pour la Russie sur d'autres. L'OTAN peut parler fort, mais sur le champ de bataille, ce sont les actions de la Russie qui parlent plus fort. Mais alors que le discours de l'OTAN devient de plus en plus creux, la Russie continue d'obtenir des résultats sur le terrain, dans les airs et à travers des régions critiques comme Koursk, Soumy et Donbass. Pendant que l'Occident est occupé à forger des récits, la Russie est occupée à forger des victoires à travers les régions de Koursk, Soumy et Donbass. Les forces russes continuent d'obtenir des gains significatifs, démontrant non seulement une puissance militaire, mais aussi une précision stratégique. À Koursk, la Russie a maintenu le contrôle sur des zones clés telles que Kremina et Dorino. Ces zones, bien que semblant mineures sur la carte, sont stratégiquement vitales. Kremenna, par exemple, sert de porte d'entrée à des opportunités d'offensive plus larges. En tenant cette position, la Russie force l'Ukraine à engager des ressources précieuses juste pour maintenir une apparence d'équilibre. Dorino, quant à elle, a été le site de contre-attaques ukrainiennes répétées, toutes échouées de manière désastreuse. Des véhicules calcinés et un équipement abandonné racontent l'histoire de ces erreurs coûteuses. À Soumy, les préparatifs sont bien avancés pour ce que beaucoup croient être une offensive majeure. Les forces russes consolident leur position, s'assurant que le soutien logistique est en place et sondant les défenses ukrainiennes pour en trouver les faiblesses. Cette approche méthodique reflète une compréhension plus profonde du champ de bataille où la patience l'emporte souvent sur la force brute. Le théâtre du Donbass a vu certains des succès les plus notables de la Russie ces dernières semaines. À Toretsk, les forces russes ont sécurisé 2 positions clés sur le flanc ouest de la ville. Ces gains fournissent non seulement une supériorité tactique, mais aussi un avantage psychologique, forçant les forces ukrainiennes à adopter une posture défensive. À Pokrovsk, peut-être le développement le plus dramatique, un bastion urbain stratégiquement vital est tombé en seulement 24 heures.
Malgré de multiples tentatives, les forces ukrainiennes n'ont pas pu reprendre ce territoire. Cette victoire rapide souligne l'élan croissant de la Russie. À Kupiansk, la ligne et l'axe dans cette zone, la Russie maintient un contrôle ferme sur des passages clés de la rivière. Les contre-attaques ukrainiennes, bien que fréquentes, n'ont pas réussi à déloger les positions russes. Maintenir ces passages est crucial pour la stratégie plus large de la Russie, garantissant des lignes d'approvisionnement sécurisées et limitant la mobilité de l'Ukraine. À Chassiv Yar, la capture d'un complexe industriel majeur a encore renforcé la position de la Russie plus à l'ouest, créant de nouvelles opportunités d'expansion dans la région. Ces victoires ne concernent pas seulement des cartes et des chiffres, elles concernent la stratégie. Chaque gain reflète la capacité de la Russie à s'adapter, à manœuvrer et à épuiser ses adversaires. Comme l'a souligné l'inspecteur Scott Ritter dans ses analyses, l'approche méthodique de la Russie continue d'exposer les faiblesses des forces ukrainiennes soutenues par l'Occident. Les critiques en Occident peuvent considérer ces avancées comme mineures, mais la vérité est bien plus significative. Chaque gain érode la capacité de l'Ukraine à soutenir sa défense. Le moral parmi les forces ukrainiennes serait apparemment en baisse, alors que les soldats font face à une pression incessante avec des fournitures en diminution. Du côté russe, cependant, le moral semble fort, soutenu par des succès tangibles sur le terrain. Les implications plus larges de ces victoires sont indéniables. En sécurisant progressivement des positions clés, la Russie prépare le terrain pour des offensives plus larges. Sa stratégie est claire. Épuiser l'ennemi, dominer le terrain et conserver l'initiative fermement entre ses mains. Pour l'Ukraine, c'est une réalité sombre, une où chaque revers aggrave les défis qu'elle affronte déjà. Avec l'élan fermement de leur côté, les prochains mouvements de la Russie façonneront sans aucun doute le cours de ce conflit. La question maintenant est de savoir si l'Ukraine et ses soutiens occidentaux peuvent trouver un moyen d'inverser la tendance ou s'ils continueront à être dépassés et manœuvrés. Alors que nous observons le champ de bataille évoluer, une chose devient claire. Ce conflit ne concerne pas seulement le territoire ou les tactiques. C'est un test d'endurance, de stratégie et de résilience. L'Ukraine continue de parier sur des provocations risquées, sacrifiant la stabilité à long terme pour des victoires d'aide médiatique éphémères, tandis que l'Occident injecte des milliards dans un conflit qu'il refuse de mener directement, utilisant l'Ukraine comme pion pour affaiblir la Russie. Mais la Russie, elle joue sur le long terme, concentrée, méthodique et préparée pour tout ce qui vient ensuite. Comme le résume succinctement l'inspecteur Scott Ritter, cette guerre est autant une bataille de volonté qu'une bataille d'armes, un test que la Russie semble déterminée à réussir. Les prochaines 48 heures seront critiques. La Russie escalera-t-elle à Soumy? L'Ukraine continuera-t-elle ses distractions imprudentes à l'étranger? Ou l'Occident admettra-t-il enfin que ses grands plans échouent? Le temps nous le dira.